Nous sommes avec vous. Alors, Oui. Monsieur Dubois, vous êtes auteur de livre Le buste de la honte, co-auteur avec Co-auteur. Malka, parce que c'est signé par tous les deux. Et je voudrais savoir si vous étiez parti d'une histoire personnelle. Ici, c'est la conscience du passé, c'est l'appel pour le présent. Vous pouvez nous dire quelque chose de ce titre, c'est Voilà. très provoquant. Très provoquant. Pour vous répondre, ça a été d'abord une découverte. Ce livre n'était absolument pas prévu. Oui. Comme je viens de vous le dire, on a travaillé ensemble sur différentes causes, on fait beaucoup de choses, on travaille beaucoup ensemble. Et il se trouve qu'il y a 2 ans, par le hasard, on a découvert que mon grand-père, donc le père de ma mère, que je n'ai pas connu, a été pendant la Seconde Guerre mondiale et pendant l'occupation allemande en France, un des hauts responsables de la société qui s'occupait des autobus. Alors, Pendant la guerre, la Seconde Guerre. Voilà, la Seconde Guerre mondiale, donc entre 1940 et 1944. Les autobus, c'est à la fois un sujet connu et un sujet très peu connu. On connaît les trains, l'histoire de la Shoah, on a cette image des trains, des wagons, choses comme ça. Pour que les trains, pour que les déportés, pour que les prisonniers arrivent dans les trains, il fallait les transporter jusqu'aux gares. Bien sûr. Et parce qu'il était de différentes régions. De différents endroits, quand il y avait des rafles, donc c'est la photo de couverture qui est la seule photo existante de la, entre guillemets, célèbre que nous rafle. avons ici. Voilà, ce qu'on appelle la rafle du Veldiv. Donc, ce qu'on appelle la rafle du Veldiv, qui a eu lieu le 16 et 17 juillet 1942 à Paris, où 13 000 juifs ont été raflés de leur appartement et emmenés dans différents camps autour de Paris. Pour les emmener, ils ont été mis dans des autobus. Après, avec différents circuits, ils se sont retrouvés en autobus vers les wagons. Oui. Tout ce circuit est très peu connu, et nous, tout d'un coup, je découvre que mon grand-père est un des hauts responsables. Alors, ce qu'il faut vraiment, c'est pour ça, pour vous répondre, c'est en même temps une histoire très intime et familiale. C'est-à-dire que moi, mon grand-père, on me l'a toujours présenté comme un très grand intellectuel. C'était le meilleur ami du général de Gaulle, c'était un grand militaire. J'en avais une image absolument formidable. Ma mère me disait, qu'est-ce que tu te serais bien entendu avec lui, c'était quelqu'un d'extraordinaire. Et en faisant quelques recherches rapides, je n'avais que comme élément qu'il avait fini sa carrière en dirigeant une société d'autobus, ce qui est devenu la RATP en France. Il a continué toute la vie avec ça, cette métier. Mais je ne m'étais jamais posé de questions. Alors là, c'est là où c'est très personnel, c'est un secret de famille. Un secret de famille qui s'inscrit dans l'histoire avec un grand H. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, je crois, aujourd'hui parler de la Shoah et de la solution finale, à la fois en France, mais aussi on pourra en parler en Europe, sans ces parcours humains de gens qui ont décidé de collaborer avec l'occupant nazi et de mettre à leur service des centaines de véhicules qui ont permis que, si j'ose dire, la Shoah se passe de mieux. Et puis qui ont fait des profits, c'est-à-dire qu'ils ont gagné de l'argent avec. Ça, c'est aussi très, très important, c'est la dimension économique de la collaboration. Souvent, on parle de la collaboration parce qu'on est occupé, idéologique, ou parce qu'on est occupé, qu'on n'a pas le choix. Mais ce livre met aussi en lumière comment la collaboration peut être avantageuse d'un point de vue économique. Et que, justement, quand on rentre dans ce système à la fois économique, logistique et politique, eh bien, c'est l'humanité qui est... et ce secret, c'est l'humanité qui, bien évidemment, est attaquée. Et ces secrets-là ont des conséquences sur les générations qui suivent et ont des conséquences, certainement, sur la manière dont on regarde l'histoire. Et c'est ça qui est très intéressant, ce qui nous a à la fois bouleversés et intéressés, c'est de se dire, c'est pas un livre d'histoire
avec des dates comme ça. On a fait un travail d'historique très important, on a été dans les archives, etc. Mais c'est aussi montrer comment l'histoire est composée de matériaux humains, de chemins individuels, et que rien ne doit être tabou. Jean-Marie n'est pas... C'est un grand courage, je crois, de dire ça. Jean-Marie n'est pas responsable de ce qu'a été son grand-père. Et les questionnements, ça a été aussi, et ça je crois que ça concerne aussi évidemment l'Albanie, c'est la question de l'obéissance, la question de la soumission. On élargit la question parce que maintenant, on doit interrompre un moment pour la publicité. On va retourner. On va vous obéir là. Oui, merci. Reclaiming in studio. On va se retourner maintenant au studio. On continue le discours sur le bus de la honte. Oui, j'évoquais la question de l'obéissance. De l'obéissance. En se plongeant dans ce qu'on appelle la période noire du XXe siècle, cette période de la Seconde Guerre, c'est vrai nous sommes aujourd'hui en Albanie avec mon épouse Malka. Oui, c'est toujours le débat, le discours sur ça. Voilà, nous avons été confrontés en regardant l'histoire de l'Albanie de plus près à cette question-là. Dans le livre, on n'a pas essayé de juger. C'est des périodes historiques qui se succèdent. Là, ça a été vraiment pour nous une nécessité. Une nécessité, c'est-à-dire quand dans votre propre famille arrive une sorte de témoin qui fait partie de l'histoire mondiale en fait, parce que les 76 000 juifs français qui ont été déportés l'ont été à 95%, sont passés dans ces autobus. Moi, je ne supporte pas, je suis formation d'historien, je ne supporte pas le secret, je ne supporte pas donc à la fois le secret familial, mais ça, à la limite, ça me concerne, mais je ne supporte pas comme un trou noir dans la mémoire historique de cette période qu'on est censé très bien connaître. Et ce n'est pas le cas. Si on le connaît, on peut apprendre de l'histoire. Et puis parce que, voyez-vous, dans toutes les biographies du général de Gaulle, toutes les biographies parlent du grand-père de Jean-Marie comme de quelqu'un qui était son meilleur ami, une personnalité formidable. Donc il y a paradoxe. Donc là, il y a quand même un problème. Ce n'est pas pour faire justement, c'est simplement pour dire la vérité. On ne peut pas construire un pays sur des mythes. On ne peut pas raconter. Nous avons énormément de respect pour le général de Gaulle, mais nous ne pouvons pas dire, voilà, dans les biographies, le grand ami, celui qui a été son plus fidèle compagnon, c'est Lucien Nachin, donc le grand-père de Jean-Marie Dubois. C'est quelque chose de pas possible. Et puis moi, voyez-vous, je suis juive, donc nous vivons ensemble, aucun problème d'être un couple mixte. Au contraire, c'est une richesse. Mais j'ai de la famille qui a été dans les bus. Alors comment est-ce que nous transmettons à nos enfants si nous ne mettons pas toute la vérité sur la table, ce qu'il en est? Il faut qu'ils se confrontent, il faut qu'ils avancent avec cette histoire, non pas en ayant honte. La honte, c'est les bus, mais au contraire en disant on avance. Et voilà les valeurs que nous voulons continuer à transmettre. Transmettre aussi familialement, et aussi quand tu dis qu'on est un couple mixte, moi je suis baptisé, je suis religion catholique, même si je ne suis pas du tout pratiquant. Et je reviens d'ailleurs à l'Albanie où j'ai senti ce formidable mélange et cette formidable capacité aux religions à vivre ensemble. Nous, je crois que sans être prétentieux, on a une espèce d'image comme ça on s'est apporté, justement dans la rédaction de ce livre, on s'est apporté chacun notre vision
de cette période historique et on s'est projeté dans la période actuelle. Oui. C'est-à-dire, comme disait Malka, qu'est-ce qu'on va transmettre de ces périodes où il fallait faire des choix. Non, ça, il fallait faire des choix et c'est très compliqué de faire des choix. D'ailleurs, souvent, on a eu des conversations assez tendues parce que moi, je me dis, mais est-ce que tout le monde avait vraiment le choix d'obéir, de ne pas obéir quand on est un militaire comme mon grand-père, on vous apprend à obéir, c'est le métier de militaire, vous devez obéir. Et puis quand vous êtes confronté à certaines situations et que vous êtes à un certain niveau social, vous avez parfois le choix de faire autre chose. Et les décisions humaines sont très compliquées. Et justement, on s'est posé aussi des questions sur la question de la justice. Parce qu'après la période de l'occupation nazie en France, il y a eu une dénazification. Oui. Mais qui a été à deux niveaux, c'est-à-dire les plus hauts responsables ont été condamnés de la collaboration et les gens au plus bas de l'échelle. Oui. Mais entre les deux, dans le milieu, on n'a pas touché. Alors, c'est des questions, il fallait que le pays continue à vivre économiquement, etc. Oui. Mais est-ce qu'on peut, sur des générations, rester avec ces trous de mémoire? Et justement, c'est souvent les plus petits. On a vu ces scènes terrifiantes à la libération de la France, où des femmes qui avaient justement couché avec des Allemands se sont retrouvées entendues, alors que le grand-père de Jean-Marie, qui a été complice de la déportation de 95% des Juifs en France, lui a continué à promouvoir cette image de grand militaire, bon grand-père, merveilleux. Je me souviens que vous avez écrit dans le livre que vous étiez étonné quand vous avez entendu dans le funérail, dans l'anniversaire, des moments merveilleux pendant la guerre. Voilà. Oui, quel moment merveilleux, oui. Voilà, j'ai un cousin, donc c'était l'enterrement de mon cousin, et son fils raconte que son père disait que la Seconde Guerre mondiale avait été pour lui une période merveilleuse. Alors là, c'est vrai que tout d'un coup, le cerveau se met en route et on dit mais qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il puisse dire des choses pareilles? Et puis on se pose des questions sur la justice, justement, comment on doit juger après coup, et puis aussi sur la manière de bâtir des lieux de mémoire. Parce que, et là, j'aimerais parler de l'Albanie, parce qu'on a été hier au Bunkart, et nous avons été... absolument émerveillé par l'intelligence dont un lieu de mémoire pareil se construit avec à la fois une réflexion sur le passé, une réflexion sur les différents glissements et une réflexion sur le futur qui est très bien remarquable, absolument, qui est inscrit dans notre époque. Et ça, c'est qui n'est pas figé. Et on sent que c'est un processus en transformation. Et ça nous a beaucoup impressionnés. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on aime l'Albanie, qui est un pays où on sent cette force de réflexion permanente. C'est ça. On a ressenti une exactitude. Juste recentré par rapport à notre livre. Effectivement, les Juifs déportés en France étaient regroupés dans ce qu'on appelait le camp de Drancy, qui était à côté de Paris. Et ce lieu... qui est aujourd'hui habité par des particuliers, est devenu quand même un lieu de mémoire, il y a un musée, mais on a mis au milieu de cet ensemble de bâtiments où étaient parqués les gens, un wagon de train. Il n'y a jamais eu de train. Il se trouve qu'il n'y a jamais eu de train qui sont passés là, il n'y avait pas de gare. Il n'y avait que des autobus. Il n'y avait que des... L'exactitude historique, c'est ça, c'est des autobus arrivaient et allaient emmener vers les gares. Vous voyez, alors, qu'est-ce qu'on transmet aux générations futures? C'est pas que ce soit absolument faux, évidemment que les c'est symbolique. C'est symbolique. C'est symbolique, mais si on fait que du symbolique et que les gens habitent, puisqu'il y a des appartements, les gens habitent dans ces lieux, donc alors qu'est-ce qu'on raconte comme histoire?